cette semaine, on parle du SNOP. Donc, c'est quoi ça, le SNOP? C'est quoi les fondements? Pourquoi c'est si compliqué à implanter? Puis, on va parler aussi de best practice. Donc, j'ai Jean-François Lanoux qui est avec moi. Il va regarder s'il y a des commentaires sur Facebook. Là, je vais être plus en monologue, mais j'ai peut-être des questions pour toi en cours de route, JF. Merci d'être là. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions, des choses comme ça. Là, on est là Parfait. pour vous répondre. Fait qu'on peut, vous pouvez poser des questions sur Zoom puis sur Facebook. Avant de partir en vacances, j'avais réussi à me faire un setup là, pour utiliser un outil qui nous permet de... il y a beaucoup de technologies d'en faire un live, faire un Facebook live, Ouais. puis un Zoom en même temps. J'ai essayé un outil qui s'appelle OBS Studio qui marchait bien, mais aujourd'hui, je n'avais pas l'énergie de setuper ça. Là. Il y a beaucoup de mécanique. Fait que là, sur le site Facebook, le défi que ça fait, c'est quand on planifie un événement en direct, on ne va pas republier dedans. Fait que là, ça crée une autre publication. Il y a toutes sortes de petits trucs techniques. Là. Je pense qu'on va inviter quelqu'un qui est un expert là-dedans lors d'une prochaine rencontre pour avoir des trucs. En tout cas, on se rapproche, mais c'est sûr que c'est pas parfait. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est de la mécanique. On a du bon contenu pareil. Exactement. Toi, JF, tu as bien fait ça. Tu étais sur Zoom, mais c'est tout un petit. Tu sais, Zoom, la qualité est un peu moindre aussi. Oui, c'est plus facile, mais il y a une qualité effectivement qui est moins bonne. Il y a d'autres logiciels. Là, j'ai écouté aussi Mike Ward là, qui fait beaucoup ça, là, des lives, puis il y en Ouais. avait quelques-uns. En tout cas, En tout cas, on va se concentrer sur le contenu, mais c'est ça, si les gens voient d'une présentation à l'autre, on fait toutes sortes d'essais. Là, aujourd'hui, on est retourné au bon vieux Zoom, simple, cast on Facebook. Donc, on parle de ça, augmenter, en fait, utiliser le SNOP. C'est quoi le SNOP? Je parle de ça aujourd'hui. Pour ceux qui viennent d'arriver, dans le fond, et qui ne me connaissent pas, ben, je suis Dominique Blouin, je suis le président de Devidé. Ça fait 20 ans que je développe des logiciels avec mon équipe pour les distributeurs, les manufacturiers et les agents qui vendent aux détaillants. Donc, je suis aussi président de la firme Devidé, moi je pense que je l'ai dit, mais qui développe le logiciel Pawa, qui est un logiciel justement qui se spécialise dans l'utilisation des données pour mieux vendre, la gestion des prévisions, la gestion des promotions, puis qui a un module analytique avancé qui permet justement d'exploiter les données. Aujourd'hui, spécifiquement, on parle du SNOP. Donc, on va partir ça avec une petite définition. Donc, on va partir, on tourne dans les pantoufles, là, le PowerPoint, Zoom. Donc, je vais faire Share Screen 2. Et voilà. Tu me diras, JF, si tu vois bien. Ah, c'est en train de. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon? Effectivement. OK. Fait que le SNOP, c'est bon? On voit ça qu'on voit à l'écran, là? Le SNOP, c'est quoi ça? Pourquoi la plupart des entreprises échouent? Puis, est-ce que c'est encore d'actualité? Donc, on y va. Next. Donc, les fondements, on va parler de ça. Les facteurs d'échec, tactiques pour réussir, nouvelle tendance. La Coupe Stanley, 1986. T'étais-tu né, toi, JF, en 86? Écoute, j'étais vieux, j'avais moins un an. Moins un an, imagine. Moi, j'avais 12 ans. Fait que le SNOP, le Sales and Operation Planning, il y en a qui pensent hey, c'est des nouveaux concepts. Et non, ça a été inventé par un gars qui s'appelle Dick Ling, qui a écrit un livre qui s'appelle Orchestrating Success. Ce livre-là a été publié en 1988. Donc, la formalisation du processus SNOP, là, ça date. Là. Fin des années 80. Donc, tu sais, on n'avait pas c'était pas les mêmes technologies hein, dans ce temps-là, ça c'est clair. Mais le processus comme tel, il a été documenté et formalisé à ce moment-là. Super Quand même un intéressant. bout de temps. Hein? Vraiment. Donc, on va regarder ça. Dans le fond, c'est quoi le SNOP? La définition, là, SNOP, c'est S et OP, Sales and Operation Planning, donc planification des ventes et des opérations.
C'est un processus qui a pour but, j'aime pas ça de lire la définition, il faut la lire. On va la lire tranquillement. Dans le fond, le processus qui a pour but d'établir et mettre à jour, c'est bien important, mettre à jour mensuellement un plan unique et consensuel dont tout le monde, sur lequel tout le monde s'entend, qui permet de concilier les objectifs des ventes marketing, les objectifs financiers et la capacité de l'entreprise. C'est que c'est très chargé il y a beaucoup d'infos dans cette phrase-là. Dans le fond, un plan unique. On va regarder, là, si on regarde plus en termes de process, les équipes de vente, le marketing, les opérations, les finances travaillent dans un processus SNOP pour avoir une vision commune. Ce qu'on voit énormément dans les entreprises, c'est qu'évidemment, chacun des départements a son propre plan. Ça, c'est très, très fréquent. Dans toutes les entreprises où on arrive, c'est comme ça. Donc, on va voir, on parle avec les gens de finance, ils ont leur prévision financière, qui communiquent avec la haute direction, leurs propres chiffres, les gens du marketing qui ont leurs propres chiffres. Donc, on va essayer de prendre ces trois concepts-là, les remettre ensemble, faire face à nos contraintes, notre budget, qu'est-ce qu'on a comme cash, qu'est-ce qu'on a comme contraintes opérationnelles, puis on va avoir un plan consensuel. Ça, c'est le processus comme tel. On veut un plan. Puis le SNOP, il s'arrête ici, avant la flèche. C'est un plan consensuel. Ce n'est pas un plan, en fait, ce n'est pas un plan opérationnel. Okay. C'est un processus qui a une vision moyen terme. Ça, c'est un des problèmes. Là. Les gens s'imaginent que grâce au SNOP, je vais pouvoir savoir combien qu'il faut que j'expédie de commandes la semaine prochaine. Ce n'est pas à ça que ça sert. C'est un processus qui permet d'avoir une vision moyen terme. Et ça, je te dirais que c'est une des principales incompréhensions lorsqu'on commence à parler de processus SNOP. Donc, c'est vraiment une vision moyen terme. Donc, c'est aussi important de savoir si dans 6 mois, de façon globale, je pense que je vais avoir une croissance de la demande. C'est aussi important de savoir ça que de savoir ce que je vais vendre la semaine prochaine. Ce que je vais vendre la semaine prochaine, normalement, c'est canné, c'est déjà réglé. Donc, le but de ça, c'est de prendre des décisions à moyen terme. C'est ça le fondement du processus SNOP. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être attaché sur la réalité d'aujourd'hui, mais le processus SNOP, c'est ça qui coûte. C'est clair? Très clair. C'est comme ça que tu le voyais, JF. Hein? On a l'impression que c'est dans le courant. Tu sais, mais... Oui, c'est ça. Ben, c'est aussi, en fait, c'est à moyen terme. Puis je pense que le challenge aussi, c'est de s'adapter aussi aux nouvelles métriques. Exact. Dans le fond, on va voir que le gros challenge, c'est d'avoir, s'adapter parce que là, il y a des changements, il y a la COVID, il y a toutes sortes de trucs qui ont des impacts immédiats. Fait qu'il faut être capable de s'ajuster dans le court terme, mais il faut être capable aussi d'avoir une vision moyen-long terme. Fait que ce processus-là, il y a un objectif d'avoir une vision moyen-long terme, mais tu peux avoir une version du SNOP, on va en parler en fin de rencontre, qui est une version plus court terme, où tu appliques les mêmes principes, mais dans le court terme. Mais le plan consensuel, c'est un plan global au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation. Donc, on ne peut pas parler avec la haute direction et les actionnaire de ce qu'on va livrer demain. C'est hors sujet. Il faut qu'on parle d'un horizon plus moyen terme, qu'on soit en mesure de prendre des décisions d'investissement. Est-ce qu'on va avoir besoin de plus de main-d'œuvre? Est-ce qu'on va avoir besoin d'ouvrir des usines, fermer des usines, changer de fournisseur? C'est ce genre de réflexion-là qui doit pouvoir sortir aussi du processus SNOP. Donc, c'est de façon basique, là, aligner aussi la demande et l'offre. Quoi la demande de nos clients versus quelle est notre capacité. On ne va pas rentrer beaucoup dans le comment aujourd'hui. Si vous voulez entendre parler du comment, si vous avez des questions,
gênez-vous pas, écrivez-nous, on peut y répondre. On a fait beaucoup d'implantations de process SNOP, mais d'outils, de solutions qui permettent concrètement de le réaliser, le processus. Donc là, aujourd'hui, je vais faire un overview de ce que c'est quoi les bénéfices. Je ne veux pas rentrer dans les détails d'implémentation. Les bénéfices du SNOP, quand c'est bien fait, c'est majeur. C'est un des processus qui a un effet le plus significatif au niveau du chiffre d'affaires. Pas du chiffre d'affaires, mais de la rentabilité d'une entreprise. Donc, un des premiers trucs, on va dire l'amélioration de la précision des prévisions. Donc, des prévisions, c'est jamais à 100%. Si on a un processus SNOP qui est bien fait, on va, avec le temps, devenir de plus en plus précis. De là découlent toutes sortes d'autres bénéfices, mais aussi, on va avoir un meilleur travail d'équipe parce qu'il y a une coordination dans le processus SNOP où les gens qui gèrent la demande, puis les gens qui gèrent les ventes, les gens qui gèrent les finances ont un forum d'échange où on parle puis on regarde la même information. Donc, ça améliore vraiment le travail d'équipe, surtout la communication interdépartementale. Mm-hmm. Ça va améliorer aussi le niveau de service. Donc, c'est sûr que ça a un effet bénéfique sur la qualité de service qu'on offre à nos clients. Et on va avoir moins de backorder, on va être en mesure de livrer des commandes, etc. Ça va réduire l'inventaire. Donc, on ne va pas avoir tendance à surstocker. Ça va améliorer la productivité. Donc, ça, c'est des bénéfices que nous, on a vus, qu'on a identifiés. Il y a un institut de recherche très connu là, qui s'appelle Aberdeen, qui dit les 3 effets, en fait, les effets bénéfiques sur les entreprises best in class, c'est-à-dire ceux qui font la meilleure implantation du processus SNOP. Il a été documenté qu'on peut avoir une augmentation de la précision des prévisions jusqu'à 30 %. Donc, être 30 % plus précis, c'est énorme. C'est énorme. Augmenter le niveau de service de 30 %, c'est énorme aussi. Et des marges qui augmentent de 23 %, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Évidemment, si vous commencez un projet SNOP et que vous visez ces chiffres-là tout de suite au départ, vous allez être déçu. On parle des best in class après plusieurs années d'implantation. Mais dans la réalité, on l'a vu chez des clients, on a des exemples concrets où après quelques mois de mise en place du processus, déjà, ils amélioraient leurs prévisions et ça avait un effet sur leurs inventaires qui était positif. Donc, c'est des projets, normalement, quand ils sont bien faits, qui se payent tout seuls. Tu sais. Oui, parce qu'il n'y a rien qui coûte plus cher qu'un produit qui reste sur les tablettes qui ne se vend pas. Exact. Fait que tu foules tes clients puis qu'ils restent avec les produits ou que ce soit toi qui as plein de produits, ça ne marche pas. Puis de l'autre côté, que tu te retrouves avec un niveau de service qui est plus bas, ça veut dire que tu n'es pas capable de livrer parce que tu as mal planifié. Mm-hmm. C'est toute l'entreprise qu'on fonctionne autour de ce concept-là. Fait que c'est quand même assez impressionnant de voir que beaucoup d'entreprises n'ont pas de process formel, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer. On l'a vu dans plusieurs compagnies. Fait que, en termes de définition, ça fait le tour. Je pourrais là, lister on a de la documentation, on a fait des implantations, il y a toutes sortes de choses à vérifier, il y a des checklists. Tu sais, ça fait depuis 1980, fin des années 80, qu'il y a des gens experts en logistique puis en optimisation de la performance opérationnelle qui documentent et qui améliorent ce processus-là. Donc, il n'y a pas de raison d'inventer ces concepts-là à l'interne. Il y a beaucoup de documentation disponible. Puis nous, dans le cadre des implantations, c'est sûr que il y a du formalisme. Puis là, tu vas te dire, moi, je prends certains concepts, puis d'autres, je ne les applique pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'infos qui te permettent de bien implanter ce processus-là. Donc, les facteurs d'échec, écoute, on le voit là, un des premiers trucs, c'est le refus du changement. Carrément, je ne parle même pas de résistance au changement. À ce niveau-là, dans certains cas, c'est même pas de la résistance. Les gens résistent officiellement. Officiellement, ils disent ils démontrent
que ça les insécurise, puis qu'ils sont habitués de travailler dans leur plan Excel, puis ils veulent les garder. Mais réellement, là, ils refusent, puis ils continuent d'utiliser leurs outils en parallèle, puis ils s'échangent des fichiers. Puis on a vu ça dans beaucoup d'entreprises. Donc, tu vas souvent avoir des gens qui... Eux autres, ils étaient les masters du forecast avant, ils connaissaient toutes les données. Puis là, tout à coup, c'est un processus collaboratif. C'est sûr qu'il y a de la résistance à ce niveau-là. Fait qu'il faut rapidement adresser ça, la résistance au changement. On en a parlé dans une autre vidéo, là. Oui. Pas une autre vidéo, une autre rencontre. Dans le SNOP, c'est ce qui fait déraper les projets souvent. L'autre truc, c'est les gens ne font pas la différence entre un objectif puis une prévision. Alors, quand tu es dans une approche top-down, puis tu dis, dans le mois d'octobre, il faut qu'on sorte 18 millions de stocks. C'est ça notre prévision de vente. Mais non, ce n'est pas notre prévision de vente, c'est notre objectif. Puis peut-être que la réalité est rendue autre. C'est tellement vrai. C'est souvent, c'est ça, les départements, comme tu dis, ne se parlent pas. Il y a un objectif. Puis en réalité, le marché est différent. C'est ça. Fait que, on ne dit pas d'abandonner les objectifs de vente, mais ce n'est pas dans le cadre d'un processus SNOP qu'il faut continuer à marteler le fait que hey, c'est ça qu'il faut qu'il sorte. C'est ça le chiffre. Si la réalité des données puis du marché est autre, bien, ce qu'il faut collecter dans le cadre d'un processus SNOP, c'est la prévision, pas l'objectif. La gestion de l'écart entre les objectifs et les prévisions, c'est autre chose. Donc ça crée beaucoup, beaucoup de frustration, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux, c'est une chose. L'autre élément, c'est le manque d'agilité et de mesure. Donc souvent, les gens disent, OK, on a... ils ne sont pas capables de dire c'est quoi leur forecast accuracy. Parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Ils ne sont pas capables de voir l'évolution de ça dans le temps. Et ils ne mesurent pas l'amélioration de ça dans le temps. Et ils ne sont pas assez agiles. Donc, souvent, le processus, s'il y a des adaptations à faire, si on est mal outillé, tu en as parlé tantôt, JF, on n'est pas capable d'ajuster nos forecasts, faire en sorte que ça descende. Donc, ça crée un problème. Et le SNOP, j'ai dit, c'est un voyage, pas une destination. C'est un processus qui s'améliore dans le temps. C'est pas un processus qui est fini. Donc, il faut toujours travailler sur l'amélioration de ce processus-là. Donc, il faut considérer ça de cette façon-là. Ensuite de ça, il y a une confusion, on a parlé tantôt, entre le SNOP et le plan opérationnel. C'est le SNOP, on ne devrait pas prendre 60 ou 80 du airtime de discussion dans les rencontres SNOP pour parler de la commande de la semaine prochaine. C'est pas à ça que ça sert. Et beaucoup dans des rencontres, quand les gens nous disent hey, « venez nous présenter des solutions SNOP », rapidement, on se rend compte que c'est pas du SNOP, vous voulez faire, c'est du planning opérationnel plus court terme. On peut très bien adresser ça. C'est du Sales and Operation Execution. C'est un autre process. Puis on peut l'adresser avec des outils de prévision. Dans ce cas-là, on parle plus des événements extraordinaires d'approvisionnement ou des trucs comme ça à court terme, mais le SNOP, ce n'est pas ça. Donc, il y a une confusion. Puis, des données de mauvaise qualité, de la perte de temps, logiciel absent ou inadéquat. Les gens utilisent Excel pour faire leur prévision, pour s'échanger des fichiers. Ils ont SAP, puis là, ils attendent l'implantation du module de planification de SAP qui va arriver éventuellement dans quelques années. Dans quelques années. Moi, je ne l'ai jamais vu arriver nulle part, mais je suis sûr que c'est dans des grandes organisations, ils sont extrêmement satisfaits de ça. Mais souvent, là, le ERP, le logiciel de gestion intégrée, il n'est pas conçu pour ça. Il n'est pas conçu pour assurer une bonne collaboration. Donc, tactique. Est-ce que c'est bon? En fait, j'ai Aberdeen aussi, JF, là, c'est encore une fois, si vous dites
David, puis Power, là, ils nous parlent de tous ces facteurs d'échec-là. Sur quoi ils se basent? On se base sur plein de projets qu'on a faits, mais il y a aussi des recherches documentées sur des centaines d'entreprises partout en Amérique du Nord qui ont documenté ces 3 facteurs-là comme étant les principaux facteurs d'échec. Résistance au changement, le manque de support exécutif. Donc, même si ça implique plein de monde, l'exécutif trouve le concept intéressant, mais finalement, n'adhère pas tout à fait au principe, par exemple, de gérer des prévisions et non des objectifs. Fait que là, ça crée des frictions. Puis la non-adoption de solutions technologiques best of breed SNOP, là, on pourrait se dire, OK, fait que ça veut dire qu'il faut que j'achète un logiciel qui coûte 2 millions puis que je m'en serve. Je pense que c'est pas de ça dont on parle. Des solutions best of breed, des très bonnes solutions, il y en a. Nous, on en a une, là. Tout le monde le sait. Il y a pas on a une solution qui aide à gérer la planification et les prévisions. On ne parle pas de solutions extrêmement coûteuses, mais surtout extrêmement bénéfiques. C'est sûr que des mauvaises solutions technologiques, c'est Excel, c'est du truc maison, ça ne fera pas le travail. C'est le 3e facteur en termes de bloquant. On devrait faire un Power Hebdo sur pourquoi que Excel peut avoir des limites. On pourrait, parce que, en fait, tu sais, nous autres, on y a cru. Hein? On a beaucoup de clients qui étaient dans Excel, puis on ne voulait pas les sortir trop vite de Excel. Fait que il y a plusieurs années, on a fait plein de solutions très avancées dans Excel. On est allé le pousser là, jusque dans ses derniers retranchements, mais une fois que tu es rendu là, ça ne marche pas. Puis oui, on devra parler de JF, c'est un très bon point. Là. Quand on a présenté ce matin, justement, là, les gens auxquels on parlait sont dans Excel en ce moment. Là, ils ont vu à quel point, tout à coup, il y a de la flexibilité, puis les données sont mieux structurées, il y a une base de données, il y a de la collaboration. C'est clair que c'est ça le best of breed. Ben, c'est ça, c'est beaucoup plus avancé. Exact. Toi, je trouvais ça bien intéressant. Le data peut être. Je pense qu'on a quelqu'un qui participe aujourd'hui là, qui va se dire ouais, je l'ai déjà vu, puis c'est vrai ce quote-là. Le data peut être désappointant, mais il ne ment jamais. Donc, dans le processus SNOP, il y a beaucoup de friction entre OK, le data, c'est ça qu'il dit. On le sait que fait que les analystes, les gens qui ont accès aux données ou les gestionnaires de comptes qui sont plus cartésiens vont dire c'est ça les faits. C'est ça le data. C'est peut-être désappointant, mais c'est la vérité. Puis c'est ça qu'il faut qu'ils ressortent des rencontres SNOP. C'est rare que les faits, ils mentent. C'est rare. À partir du moment où tu as des bonnes données, que tu as un bon système, puis que tu as écarté le fait qu'il y a toujours des erreurs dans les données, puis on s'est peut-être trompé, les données sont là, il faut que tu t'en serves. Donc, ça, c'est une tactique, utiliser les données. Donc, je vais passer assez vite là-dessus, mais s'il y a quoi que ce soit, là, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, nous écrire s'il y a de quoi dont vous souhaiteriez qu'on parle. Mais dans le cadre d'un processus SNOP, là, la revue du processus, il y a plein de choses à regarder. Là. Ça touche l'exercice budgétaire. Hein? On a des petits commentaires là-dessus. Hein? Ouais. Il y a des fois des gens qui disent que le monde, il pense quand même comme ça. Puis il y en a aussi sur Facebook, David. Des fois, on procrastine à regarder le data parce qu'on aime ça. Mais ça ne dit pas. Oui, ben c'est vrai que des fois, il y a des gens qui vont rester bloqués sur le data. Là, le data ne changera pas parce que tu le regardes, mais à partir du moment où tu as un bon système, tu vois les faits, là, il y a une notion d'incrémental. Si ma prévision me dit que je vais vendre 15 millions dans le mois de décembre, puis que j'ai un objectif de 15 millions 100 000, le data en ce moment, c'est 15 millions. Qu'est-ce qui explique le 100 000 de plus? Ça, je peux travailler là-dessus. Donc, l'idée, c'est juste de bien utiliser le data qui est à notre disposition. Donc,
Des trucs à revoir, bon, l'exercice budgétaire, planification de la demande, gestion des promotions, introduction de nouveaux produits, prévision versus gestion. Il y a une série de points. Tout ça est dans un vrai projet SNOP complet, tout ça est à revoir. Dans un projet où on se dit, OK, là, je vais prendre un raccourci pour essayer d'aller tweaker un process, on peut s'attraquer sur des éléments spécifiques. OK, on en est où? 11 sur 13. On arrive presque à la fin. Il y a tellement de stock, là, je pourrais parler de ça pendant des jours. On faisait des présentations, tout ça, ça durait 3h30. Fait que là, c'est un condensé de beaucoup d'infos. Tactique pour réussir. Dans le fond, tu peux prendre ça comme un checklist, là. Lead, moi, j'aurais pu dire diriger ou l'idée à partir de la demande. Donc, souvent, le processus de planification, dans certains cas, il part bizarrement quand on arrive dans les compagnies. C'est la personne des opérations. Le demand planner est plus près de la personne des opérations que les ventes. Fait que, donc, la personne ne reçoit pas les signaux des ventes, alors que les meilleurs signaux, c'est de là qu'ils viennent. À moins que les vendeurs disent n'importe quoi. Là. Mais quand tu as un bon processus, l'information, les signaux, il faut partir des ventes puis analyser des données de différentes natures. Exemple, dans le retail, si moi je ship du stock à Walmart, je peux faire une prévision sur mon shipment, mais je peux aussi analyser les données de vente de Walmart pour dire, OK, il reste combien de stock? Puis là, on va avancer à une autre étape où on utilise des signaux de vente. On a parlé baseline versus incrément. Donc, distinguer ce qui est la base. C'est sûr qu'on va vendre tant. À chaque mois, on vend tant de tels produits. Des événements extraordinaires. Les distinguer. Je vais faire une promotion. C'est pour ça que je m'attends à une croissance de X et les noter. Ou je veux faire un lancement. Donc, dans un bon process, ces choses-là sont clairement identifiées, sont toujours accessibles à tout le monde, puis on sait pourquoi on a pris des décisions sur l'ajustement du forecast. On va définir des bons indicateurs de performance. Donc, en fait, là, au bout, les gens veulent toujours augmenter le bénéfice. Là. Mais là, c'est un processus. Il faut travailler sur les activités. L'accuracy, c'est ça qu'on mesure en premier. T'sais. Notre précision de prévision, c'est une des choses les plus importantes. Tout le reste, c'est un produit dérivé. C'est le week on end, le turnover, la valeur d'inventaire, le niveau de service. C'est sûr qu'on veut améliorer ça, mais si on améliore notre forecast accuracy, théoriquement, la situation va s'améliorer. Être plus agile, donc, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça, plus d'agilité? C'est que dans un process SNOP, il faut être capable de réagir aux changements de façon efficace et rapide. Fait que quand tu réfléchis à ton processus, tu dis, OK, s'il arrive une crise comme la COVID, est-ce que notre processus va être capable de le prendre? Ou si ça va il y a tellement de choses qui vont bouger qu'on ne sera plus capable de passer ces notions-là dans notre processus. Normalement, un bon processus permet de faire face à des situations extraordinaires. Après ça, on est dans les comportements, les personnes. Des règles de conduite pour éviter la résistance. OK? On n'en a pas de conversation sur l'écart entre l'objectif et les prévisions quand on est rendu à la 3e rencontre dans le mois. On peut se donner ça comme règle, par exemple. Ces rencontres-là, fait qu'il faut se donner des règles de conduite pour éviter qu'on ne les utilisera plus, nos fichiers Excel. Exemple. Quand tu m'envoies un fichier Excel de l'ancien système, je ne le regarde même plus. C'est une place. Fait qu'il faut vraiment mettre ces règles-là en place puis driver le projet. Avoir un bon mapping du processus, là, que ce soit documenté à chaque lundi, premier lundi du mois, on a la rencontre où on consolide les données. Après ça, la 2e semaine, on a une rencontre où on révise la demande puis l'offre. Après ça, là, on a une rencontre pré-SNOP de la 3e semaine. Puis la 4e semaine, on a la rencontre exécutive. Il faut que ça soit cadencé, mappé, clair. Il n'y a aucune incongruité. Il faut que tu aies un propriétaire qui nurture le processus.
Une bonne extension, c'est de collaborer avec les partenaires. Comment est-ce que je reçois les signaux de mes clients? Comment j'envoie les signaux à mes fournisseurs? Puis l'intégration vers d'autres systèmes. Je sais que c'est une liste interminable, mais il faut s'attarder à chacun de ces points-là. Donc, si par exemple, j'utilise un outil, nous, on utilise Power pour gérer la planification. Lorsqu'on a pris une décision sur la demande, comment le data flow vers notre système de gestion intégré pour générer la demande future, ou comment l'information se promène intersystème, ça prend une bonne intégration qui est le plus smooth possible pour rendre le processus plus facile et plus agile. Super intéressant. Pas trop assommer. Mais non, c'est super intéressant. As-tu des questions, quelque chose, JF? Claire? Il n'y a pas d'autres questions d'autres personnes. Non, c'est bon. Parfait. OK. Écoute, fait que on est dans la conclusion. Dans le fond, j'avais parlé que j'avais annoncé qu'on parlerait un peu de nouvelles tendances. Bon, c'est un processus qui date des années, là. Nouvelles tendances ou bonnes pratiques, il y a des outils qui permettent de comparer plusieurs scénarios. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas équipé comme il faut, vous ne pouvez pas faire ça. Mais on va pouvoir faire scénario A, scénario B, scénario C. Rapidement, utiliser des engins de forecasting pour imaginer des scénarios, les tweaker. Donc, ça existe depuis plusieurs années, mais les outils sont de plus en plus conviviaux. En tout cas, sont conviviales. On a des outils beaucoup plus simples qui permettent de faire ça. Donc, ça, c'est une très bonne pratique. Il y a aussi l'intégration de nouveaux signaux au niveau de la demande. Donc, tu sais, le SNOP, là, à sa plus simple expression, tu prévois tes expéditions vers tes clients. Mm-hmm. C'est ça le but. Imaginez que tu vends online puis que tu vends à des distributeurs puis que tu vends directement à des détaillants, par exemple. On peut intégrer les données, je n'ai parlé tantôt, des tiers parties, comme des données POS, des infos provenant de ta force de vente. Online, par exemple, on pourrait dire, OK, ce produit-là, là, il commence à avoir des likes, là, les gens le mettent dans le wishlist de plus en plus. Ça veut dire que ça nous envoie de l'information, là, ça peut feeder notre prévision parce que si les gens aiment le produit, on pourrait mettre un petit... on pourrait penser qu'il va y avoir un petit leverage, donc mettre un incrément et dire, OK, on a plus de likes. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'intégrer plus de données pour améliorer la prévision. Je n'ai parlé tantôt, le SNOP, Sales and Operation Planning, qui est un processus moyen-long terme qui alimente le Sales and Operation Execution, qui, lui, peut être un processus pratiquement temps réel. Il y a des compagnies, c'est carrément temps réel. Là. Je vais en parler. En fait, je vous dirais, allez voir ça, le Tales of Two Tomatoes, là, GF, je ne sais pas si tu l'as écouté. Oui, c'est super intéressant. Ça change la perspective de comment on voit le data, comment il influence notre vie. Exact. Parce que là, on pense souvent en termes de grosses organisations, des personnes qui se parlent, puis tout ça, mais dans cet exemple-là, on parle de, je ne veux pas brûler le punch, allez l'écouter, donc on parle de l'utilisation des données en temps presque réel pour générer des commandes, transmettre ça à des manufacturiers, faire en sorte que ce soit livré direct aux portes. Ce n'est même pas des manufacturiers, on parle dans ce cas-là d'agriculteurs. Fait que il y a une espèce d'agilité grâce aux données là, qui dépasse le fait d'échanger des fichiers Excel, puis on peut vraiment être très efficace au niveau du pont entre les prévisions et l'exécution. Après ça, je dirais le mouvement agile là, qui provient des technologies a changé aussi la façon dont les gens peuvent adresser des processus. Donc, je pourrais en parler une autre fois, mais dans le fond, ça a une influence sur la façon dont on gère les rencontres. On peut faire des rencontres plus fréquentes, mais plus courtes. Et au niveau, puis en fait, ce qui est intéressant, j'ai mis une référence, là, Steve McConnell, fait que là, on parle du concept d'estimation.
mais au niveau de l'informatique. Puis, ce lien-là est extrêmement intéressant. Il donne beaucoup, beaucoup d'infos sur, OK, c'est quoi qui fait en sorte que c'est difficile de prévoir. Dans le contexte informatique, c'est très difficile aussi. On prévoit du temps, puis il y a toutes sortes d'incertitudes. Les mêmes défis s'appliquent. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on prévoit mal? C'est quoi la différence entre un commitment, puis une prévision, puis un objectif? Donc, le mouvement agile, puis l'évolution de la technologie fait en sorte qu'il y a toutes sortes de best practices qui peuvent venir de là aussi. Puis au niveau de, surtout la planification des prévisions, maintenant on peut utiliser du machine learning, de l'intelligence artificielle pour générer des prévisions. Donc tout ce qui peut être prévu de façon automatique, bien, il faut en profiter. Après ça, les humains, leur rôle, c'est de venir documenter les événements extraordinaires. Tu sais. Donc, ça prend des bons volumes de données pour avoir des bons résultats, mais il y a beaucoup d'avancées au niveau justement de l'intelligence artificielle et de l'utilisation des données passées pour prévoir le futur. Donc, ça fait le tour. J'aurais pu en parler, comme je disais, là, alors ça fait quoi? 30 minutes, 35 minutes qu'on a commencé. Parce qu'on va conclure pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à nous les transmettre. Vous pouvez aller sur le site pawa.zone, c'est écouter vos données, améliorer vos prévisions. Donc, on a un module de prévision là, qu'on pourrait vous montrer qui est déjà en opération chez certains clients qui participent à l'amélioration du processus SNOP. Nous, on est très intéressés à entendre parler des défis des entreprises pour améliorer notre solution et faire en sorte qu'eux réussissent. Donc, ça conclut pour aujourd'hui notre présentation du Pawa Hebdo. Pour les semaines à venir, JF, on en parlait ce matin, on a beaucoup d'idées. Oui. J'aimerais peut-être faire des entrevues avec certaines personnes avec lesquelles on collabore, les amener dans le cadre de nos rencontres, parce que ça va nous permettre de partager d'autres points de vue. Si vous avez des idées de sujets dont vous voulez qu'on parle, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Pour ma part, c'était tout pour le Pawa Hebdo aujourd'hui. JF, quelque chose à rajouter en terminant? Ben, je voulais en fait remercier les personnes. Merci David. Il a bien aimé la présentation que tu as faite, Dominique. Patrice aussi nous envoie des salutations. Puis c'est super intéressant. Ça montre vraiment que le data, c'est quelque chose qui est primordial. Puis après ça, c'est de faire quelque chose avec ça. Puis je pense que c'est bien résumé. Ouais. Excellent. Merci. Merci de vos commentaires. Gênez-vous pas. Si vous voulez nous donner un coup de main, partagez, faites des thumbs up. Vous pouvez relayer l'information. Si vous pensez qu'il y a des gens que vous connaissez, que ça pourrait intéresser, qui sont dans ce domaine, qui s'intéressent aux données, amenez-les vers nous. Pour le moment, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci, bye. Bye.